les amis. Alors une petite vidéo à la fraîche, il ne fait pas encore trop chaud là, il est pas tout à fait 8 heures. Voilà, pour vous parler de la suite de mes aventures, aventures extrêmement trépidantes. En fait, j'ai appelé cette vidéo la grande farce parce que j'ai juste l'impression d'être dans une grande farce. C'est absolument... je veux dire, accrochez-vous. Sommes-nous dans la réalité ou où sommes-nous en fait? Voilà, où sommes-nous? Bref. Alors vendredi dernier, je vous racontais que j'avais eu les résultats de mon scanner qui a été avancé au 6 août parce que je faisais une inflammation de la vessie, ce qu'on pourrait appeler une cystite radique. Et c'est pour cette raison que mon oncologue, après s'en être foutu royalement pendant près d'1 mois et demi, se réveille et me dit voilà, on va avancer le scanner. Sauf que elle a avancé le scanner, mais elle n'a pas changé la dénomination, c'est-à-dire qu'elle n'a pas écrit spécifiquement, ordonné qu'il fallait aller regarder spécifiquement la vessie. Donc, en fait, au niveau de la vessie, on ne voit absolument pas ce qui se passe. Donc, pour l'instant, au niveau de la vessie, mis à part la CBU qui révèle quelques milliers de leucocytes et donc une inflammation, on ne voit pas plus. Et tous les examens complémentaires que je devrais faire, pour l'instant, sont coincés. Puisque le monde dort. Donc ce scanner du 6 août révélait une taille de tumeur réduite de quelques millimètres. Donc moi je me dis, chouette, ça correspond effectivement à la baisse des marqueurs tumoraux, même si depuis 1 mois et demi ils avaient très légèrement augmenté de quelques dixièmes, mais ça c'est tout simplement lié à l'inflammation. Parce que ce marqueur tumoral précisément est sensible aux inflammations. Donc je me disais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf qu'ils ont aussi vu qu'il y avait des bulles dans le coin, qu'il n'y avait rien à faire là et qui pouvaient laisser présager une fistule recto-vaginale entre donc le rectum et le vagin, puis là où se trouve la tumeur. Ce qui s'est confirmé très très vite, parce que d'un seul coup, le saignement que j'ai naturellement par le rectum et qui correspondent à la tumeur, je rappelle que cette tumeur elle fait entre 2 et 3 cm et que plutôt que de sortir par la voie habituelle, elles ont commencé à sortir par le vagin. Donc j'ai commencé à m'inquiéter et j'ai tout de suite appelé l'hôpital là où je suis suivie. Donc mon oncologue étant en vacances, je suis tombée sur une interne qui n'a pas voulu me recevoir et qui m'a envoyée aux urgences. À partir de là, c'est ce que je vous raconte dans la dernière vidéo, j'ai fait une partie de ping-pong entre l'hôpital où je suis suivie et les urgences, où personne finalement ne voulait me prendre en charge. Et comme je n'avais pas de fièvre, je suis restée sagement à la maison. Parce qu'en fait, le problème dans toute cette histoire, c'est qu'il y ait une infection et à ce moment-là, c'est plus la même histoire. Donc le week-end s'est très bien passé et tel que je l'avais prévu, je devais descendre vers Avignon rejoindre mes enfants et donc le lundi matin, j'avais réservé un Blablacar et je pars très tôt vers Avignon. Et en arrivant là-bas, eh bien, je m'aperçois que ce n'est plus seulement du sang qui sort de mon vagin, mais des selles. Alors au début c'était tout petit, puis après ça s'est accentué et là je peux vous dire que waouh, bonjour la douleur. Donc j'ai commencé à avoir des douleurs énormes parce que en fait, l'inflammation grandissait et possiblement tout ça pouvait s'infecter. Donc rebelote, j'appelle les urgences. Cette fois-ci, comme j'étais vers Avignon, j'appelle les urgences locales et là qui me disent écoutez, venez faire une prise de sang, mais vous êtes suivi sur Lyon, l'hôpital Édouard Herriot, donc retournez à Édouard Herriot. S'il y a besoin, mais tant qu'il n'y a pas de fièvre, attendez sagement votre rendez-vous du 31 août avec le chirurgien parce que
Il y a un seul rendez-vous que l'hôpital avait réussi à obtenir en ce mois d'août, c'est celui avec le chirurgien, le fameux chirurgien que j'avais rencontré pour un deuxième avis et qui est effectivement très sympa, vraiment humain, authentique. Il m'avait pas raconté de balivernes, il m'a vraiment expliqué les choses telles qu'elles sont. Et moi, à l'époque, je lui avais donc confirmé que je ne voulais pas de cette opération extrême, alors que mon cancer faisait 2 cm, 2-3 cm, et que je pouvais mettre en place un traitement alternatif, ce qu'il a parfaitement compris. Donc, je rappelle l'hôpital où je suis suivie. Étant donné qu'on était le lundi matin, j'ai pu avoir le médecin ou l'interne, je crois que c'était plutôt l'interne. J'ai fini par la rencontrer quelques jours après. J'aime autant vous dire que son physique correspondait tout à fait à tous les propos qu'elle m'avait tenus déjà pendant le week-end, depuis vendredi. Et toujours en fait en train de me dire ah mais Madame Montbrun, vous avez refusé l'opération, hein, donc assumez les conséquences. Hein, voilà. Et donc, elle continue à me dire qu'elle ne veut pas me recevoir, qu'il faut que j'attende mon rendez-vous du 31 août ou que j'aille aux urgences. Donc, elle continue le même discours. Donc là-dessus, et puis bon, comme j'étais entourée de mes enfants qui me soutenaient et qui se révoltaient de ce qui se passait, je finis par appeler l'hôpital Léon Bérard, où se trouve le chirurgien que je dois rencontrer. Et là, je demande à la secrétaire d'avancer mon rendez-vous. Et là, elle me dit « mais pourquoi ?» Je lui explique et là, elle me dit « ah, mais venez tout de suite !» Donc d'un seul coup, je passe d'un extrême à l'autre en fait. Elle me passe le médecin interne et le médecin m'explique tout un tas de choses et qu'éventuellement une opération d'urgence. Alors moi, me faire opérer en urgence dans une période d'éclipse, je veux dire, mis à part si le pronostic vital est engagé, je veux dire, c'est vraiment pas la chose à faire, quoi. Donc ceci dit, je remonte, ma fille, étant donné qu'elle habite sur Lyon, m'emmène et je vais aux urgences donc le mardi matin, j'y passe la matinée et donc là il m'explique que en fait pour l'instant les résultats peuvent laisser présager que la tumeur s'aggrave et non pas diminue tel que moi je l'imagine, c'est-à-dire que du fait des résultats du bilan sanguin et de l'imagerie, on voit que les choses sont à la baisse, mais elle me dit oui, mais si la fistule se trouve sur la tumeur, ça veut dire qu'elle s'aggrave, et donc de toute façon, elle ne guérira pas, le cancer ne guérira pas, et il faut absolument de toute façon faire une stomie, c'est-à-dire faire un trou dans l'intestin pour poser une poche à caca, qui est une poche de dérivation en fait, et qui permettra, en tous les cas, puisque à l'heure d'aujourd'hui je refuse l'opération totale, qui permettra de mettre le rectum, le vagin au repos, et qui va assainir la zone et éviter les infections, enfin, le fait que ça s'empire, etc. Et elle me dit que ça c'est définitif. Alors, moi, je lui ai expliqué qu'il était hors de question que je fasse les choses en urgence, qu'il y avait plein d'examens complémentaires à faire, que ces examens n'étaient pas faits, qu'apparemment, j'ai vite compris qu'ils n'avaient pas l'intention de les faire à Léon Bérard non plus. Ils m'ont juste fait une prise de sang. Moi, j'ai donc expliqué que j'étais pas contre cette poche dérivative, que c'était peut-être effectivement, même au contraire, une très, très bonne idée. Mais que pour moi, elle était provisoire, puisque moi j'ai la foi en ma guérison, j'ai l'espoir de guérir, je reste psychologiquement hyper positive par rapport à ça. Le traitement que j'ai commencé, cette trithérapie avec les fameux antiparasitaires dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, a l'air de fonctionner puisque les marqueurs diminuent, la taille diminue, et donc là elle me dit mais non, si la fistule est sur la tumeur, il n'y a rien qui diminue, au contraire ça s'aggrave.
C'est-à-dire que quelque part, moi j'ai été brûlée au 50e degré avec cette radiothérapie, au point que pendant 8 mois j'ai pas pu être auscultée par ma gynéco tellement c'est cramé. Et j'ai une cystite radique, une inflammation de la vessie, et elle me dit que la fistule n'est pas la conséquence de la radiothérapie. En fait, elle le dit, elle l'affirme, mais elle n'en a aucune preuve. Donc je lui ai bien entendu renvoyer, et elle me dit oui, on n'en a aucune preuve, mais on n'a pas la preuve du contraire non plus. Et donc pour nous, la stomie est définitive. Et donc moi je lui ai expliqué que je ne pouvais pas avaler ce terme définitif, qu'elle s'appuyait sur rien pour employer des mots pareils, et que c'est comme si elle cherchait à venir tuer dans l'œuf ma flamme d'espoir, ma flamme de vie, ma foi. Alors qu'on sait que les guérisons les plus spectaculaires sont liées justement aux personnes qui sont dans une dynamique et dans un environnement favorable. Or moi, à chaque fois que je me coltine un médecin conventionnel, c'est toujours des propos, mais quand vous sortez de là, vous avez juste envie de vous tirer une balle dans la tête, quoi, hein. Donc très très difficile. Donc finalement, je lui dis que moi, de toute façon, il est hors de question de me faire opérer dans l'urgence, que je suis prête à attendre le 24 août le retour du médecin, le docteur Meus, donc le chirurgien que j'avais déjà vu, et que si je dois passer sur la table d'opération, ça sera lui qui le fera, personne d'autre. Donc elle me dit ok, de toute façon votre pronostic vital n'est pas engagé. Bien entendu, a été lui raconter qu'on était en période d'éclipse parce que là ils m'enfermaient chez les fous. Mais donc elle m'a dit rentrez chez vous et puis gérez vos problèmes comme vous pouvez, c'est-à-dire que aucun antidote, enfin tout ce qu'elle me proposait en fait c'est des choses qui me rendent littéralement malade. Et donc, je me suis dit, je vais continuer les Doliprane à petite dose, hein, parce que en fait, le plus que j'ai pris, c'est 1,5 g. Étant donné que j'ai fait appel à un coupeur de feu et que ce coupeur de feu, apparemment, il a l'air de faire effet, puisque j'ai moins mal. Donc ça m'arrive de prendre un petit bout, 500 mg, mais en fait, j'arrive à gérer les douleurs. Voilà, j'évite de prendre de la merde en fait, hein. Je veux dire, j'en ai suffisamment. Et donc voilà, donc elle confirme donc le rendez-vous avec le docteur Meus, et elle me dit de toute façon, à partir du 24, c'est possible que vous soyez opéré soit dans l'après-midi, soit le lendemain, enfin tout ça à voir. Donc elle a quand même bien entendu, elle était sympa hein, quand même cette interne, elle a bien entendu tout ce que je disais, elle s'est presque excusée effectivement, elle s'est rendue compte de ce qu'elle disait et de comment en fait elle était en train de... Quoi qu'il en soit, de toute façon, cette opération semble incontournable, mais pour moi c'est clair qu'elle est provisoire. Et je veux absolument pas signer un papier qui vienne dire stomie définitive, parce que je veux dire, ils en savent rien. Et moi j'ai des exemples autour de moi, hein. J'ai une amie, voilà, il lui donnait 9 mois à vivre, quoi, hein. Elle a eu une stomie soi-disant définitive qui normalement ne devait même pas lui sauver la vie. Et 9 mois après, ils lui ont enlevé. Et aujourd'hui, elle est vivante, en pleine santé. Bon, elle a subi une opération, bien entendu, mais tout va bien. Donc, c'est incroyable de pouvoir asséner des choses. Enfin, c'est des dogmes, c'est des théories, c'est affirmé sur des statistiques et même pas, parce qu'en fait, tous les gens qui sont sortis, ils ne sont pas dans les statistiques. Bien que j'ai une personne proche de moi qui fait partie de mon réseau de soutien, m'a sorti les statistiques, et on sait que non seulement une stomie peut ne pas être définitive, mais qu'en plus la reconstruction derrière, elle est possible. Parce qu'en fait, moi, le discours qu'elle me tient, c'est la fistule, c'est la preuve que votre tumeur s'aggrave, votre tumeur ne guérira pas, votre fistule ne se cicatrisera jamais.
et donc la stomie sera forcément définitive. On ne peut pas reconstruire de toute façon, même si on pouvait imaginer une guérison, ce que je ne crois absolument pas, me dit-elle, on ne pourra pas reconstruire les parois parce qu'elles ont été irradiées, c'est-à-dire que d'un côté elle dit oui, ils ont été irradiés, mais non, la fistule n'est pas liée à l'irradiation, elle est liée à la tumeur. En fait, c'est... Putain, mais je vous demandais dans quoi vous êtes là, hein. Je veux dire, je suis complètement cinglée, je suis dans la réalité, je suis dans une farce, je suis dans un cauchemar, dans quoi je suis. Accrochez-vous. Sur tous ces propos, je suis donc rentrée chez ma fille et on a attendu le lendemain puisque j'avais réussi, puisque l'hôpital Édouard Herriot n'arrivait pas à trouver de date, hein, puisque je ne sais pas s'ils sont handicapés, je ne sais pas, enfin bon bref, moi en tant que particulier, j'ai réussi à trouver une échographie donc, qui m'avait été prescrite chez un échographe privé qui m'a pris le lendemain, jour d'éclipse. Et qui, dans l'échographie, me dit « mais je vois rien, c'est flou, il n'y a rien qui affirme que vous avez une inflammation, rien qui affirme que vous n'en avez pas, il faudrait faire cet examen chez un urologue, je ne comprends même pas quand vous est orienté pour faire une échographie pour ce type de problème, cystite radique, l'échographie, souvent on ne voit pas grand-chose ». Donc lui, il était un peu dépité et en fait, il me dit le mieux qui serait à faire, c'est un scanner. Là, on verrait vraiment les choses très nettement. Je lui dis, mais je viens de le faire, le scanner. Sauf qu'elle n'avait pas précisé qu'il fallait aller regarder cette zone-là. Donc forcément, au scanner, on ne voit rien. On s'accroche. Donc là-dessus, il me fait, donc je lui explique la réalité, que tous les urologues sont en vacances, que les cabinets sont fermés. Et là, il me dit, orientez-vous vers Lyon Sud, donc un autre hôpital. Le terrain de jeu commence à être occupé et il y a un petit gamin là qui est dans le toboggan et qui tape de bon cœur sur la ferraille. Ça fait du boucan, j'espère que ça encombre pas trop la vidéo. J'appelle Lyon Sud en leur expliquant voilà, que j'ai besoin d'une échographie, de voir un urologue en urgence. Et là, elle me dit, mais je ne comprends pas. Si vous êtes suivi à Édouard Herriot, c'est eux qui doivent vous faire les examens. Il faut aller aux urgences chez eux. Nous, on ne peut pas, on n'a pas d'urgence. Enfin bon, gros machin. Bon. Étant donné qu'on était à côté, je fais du forcing. Ça faisait 5 jours qu'on me refusait un entretien avec un médecin. Et donc, j'y vais. Et là, je retombe sur cette interne, mais vraiment pète sec, vraiment, et qui me dit mais Madame Monbrun, vous avez refusé le protocole qu'on vous a proposé, donc maintenant, assumez. En gros, voilà. Et finalement, elle finit par aller chercher le médecin oncologue présent et qui vient, qui discute avec moi, parce qu'en fait, étant donné que j'avais découvert la médecine hyperbare, qui pouvait effectivement m'aider, soutenir, diminuer les douleurs, etc. Par rapport à l'inflammation de la vessie et par rapport à la fistule. Pourquoi est-ce qu'il refusait de me faire une ordonnance pour aller dans ce centre, puisqu'il me faut un courrier d'adressage pour y aller. Et là, en fait, elle me ressort encore le même discours en disant il faudrait prouver que la fistule se trouve en dehors de la tumeur, qu'elle est bien liée à la radiothérapie, et pareil pour l'inflammation vésicale. Parce qu'elle me dit que en fait, l'inflammation vésicale, elle peut être tout à fait liée à l'inflammation que génère la tumeur qui s'aggrave, etc. Donc elle tient un discours qui toujours n'est absolument fondé sur rien et qui va même à l'encontre des examens qui ont été faits. Et en fait, elle finit par appeler devant moi la médecine hyperbare. Enfin, là, le médecin, elle lui tient le discours avec sa version à elle, et bien entendu, il lui dit non, je ne rentre pas dans le profil. Donc là-dessus, elle me dit écoutez, attendez que le docteur Meus rentre de vacances, c'est-à-dire attendre 12-13 jours, et prenez de Doliprane, et moi je ne peux rien vous dire d'autre, je ne peux rien faire d'autre. Donc je suis rentrée, j'étais, pour vous dire, complètement déphasée, épuisée aussi parce que, très mauvaise nuit. Vous imaginez bien qu'en période de nouvelle lune et d'éclipse, je ne crois pas être la seule à avoir pas bien dormi. Hein.
Et puis bon, les mauvaises nuits continuent là pour l'instant. Je me sens quand même assez fatiguée, mais en même temps je me sens bien. Alors ce que j'ai décidé de mettre en place, il y a beaucoup de choses. Donc effectivement, j'avais déjà interpellé le coupeur de feu et son action semble avoir un effet. Et je me dis que peut-être si l'échographe n'a rien vu, c'est peut-être justement que les choses se sont résorbées. Et puis étant donné la douleur que déclenche l'évacuation des selles parce qu'elle ne passe plus par le bon canal, je me suis dit je vais entamer un jeûne. Je vais arrêter de manger solide et je vais faire un jeûne gras pour me permettre juste de prendre les quelques médicaments et notamment ma trithérapie, arrêter tous les compléments alimentaires non essentiels. Et donc j'ai fait ça 4 jours et là il y a un moment donné où il me prend l'envie d'aller mesurer mes cétones pour voir où est-ce que ça en est. Et là je vois, parce que en fait les cétones, étant donné que je suis déjà en régime cétogène, j'ai déjà les cétones qui sont hauts, mais là 5,2. Et là c'est non seulement haut, mais c'est même dangereux. Je fais les recherches sur internet et là je vois que en fait, c'est le fait de prendre du gras qui va accentuer le taux de cétone et qu'en fait on ne peut pas du tout laisser s'installer ça peut être très dangereux et même engager le pronostic vital. Je me mets à flipper et je cherche du sucre que je n'ai pas chez moi bien entendu, mais je tombe sur une bouteille de sirop d'orgeat que j'avais planquée dans un coin pour quand mes petits-enfants viennent. Et donc je prends un grand verre de sirop d'orgeat et une demi-heure après je vois que le taux de cétone diminue. Et donc là je me retrouve bien embêtée parce que je ne peux pas envisager de remanger du solide parce que c'est vraiment trop douloureux d'évacuer les selles. Et j'ai besoin de gras pour pouvoir prendre certains médicaments que je dois prendre. Alors soit je les arrête, mais bon, donc d'après les recherches, je me dis, d'après tous les résultats que je trouve, je me dis qu'en fait je peux tout à fait diminuer le taux de gras. Et par contre, pourquoi pas boire de la chicorée qui est sucrée, boire du sirop d'orgeat pour réguler mes cétones. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent et là les cétones ont diminué. Ce matin elles étaient à 3,5. Donc je vais continuer en fait à boire un peu de sucre pour faire descendre les cétones. Et je suis vraiment dans l'expérimentation. Là je conseille rien, je vous dis absolument pas de faire comme moi. Je suis vraiment dans l'expérimentation, je tâtonne. De toute façon, je suis complètement abandonnée par la médecine et livrée à moi-même, donc je suis bien obligée de trouver des solutions. Si vraiment il fallait que je remange, je remangerai. Mais pour l'instant, j'ai pas de symptômes autres que la fatigue dans laquelle je suis habituellement. Donc voilà, donc c'est heure après heure, minute après minute. Mais quand même, dans toute cette épopée, j'ai donc une personne proche de moi qui fait partie de mon comité de soutien, et qui me soutient beaucoup, m'envoie des documents concernant les droits des patients en cancérologie. Et là, je découvre des trucs. En fait, moi, l'expérience que j'ai depuis plus d'1 an maintenant, il y a tellement de gens qui témoignent de ça que je me disais que c'était un dysfonctionnement de la médecine et que il fallait s'adapter à ce truc-là. Mais en fait, il y a des lois, il y a des règles. Et en fait, le droit dit que le patient a droit de refuser les protocoles, que le médecin n'a pas le droit d'abandonner son patient. De la même façon, il ne peut pas lui faire du chantage, chercher à le manipuler.
il se doit de l'orienter vers des soins de, comment on appelle ça, de support. Et ça, on ne m'en a jamais parlé. L'oncologue qui me dit régulièrement mais si vous refusez le protocole, je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Le radiologue qui a arrêté de m'accompagner, de me voir depuis qu'il y a récidive, qui n'avait d'ailleurs jamais répondu à tous les appels que j'ai faits par rapport aux brûlures, aux effets secondaires que j'avais, qui ne m'a jamais ni orienté vers des soins de support, ni donné des remèdes, enfin rien. Moi je me suis débrouillée toute seule en allant voir sage-femme, gynéco, enfin etc. Et quand je me plains et que j'explique ce que je vis à mon oncologue, elle m'envoie chez le psy, comme d'habitude, hein, chez le psy. Et moi, je dis, mais je n'ai pas besoin d'un psy, j'ai besoin d'accompagnement médical. J'ai besoin que quand j'ai un symptôme qui arrive et qui me fait angoisser, voilà, de savoir est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que ça a besoin d'être suivi, est-ce qu'il y a des examens à faire, est-ce qu'il y a des choses complémentaires. Alors tout ça, je me dépatouille, je me démerde depuis plus d'un an maintenant à faire toutes ces choses-là et ça me coûte la peau des fesses. Quand j'avais essayé de changer d'oncologue, eh bien le système tel qu'il est foutu, le système informatique, parce que vous avez le droit à un deuxième avis, ben dans mon cas, ça m'oriente forcément vers un chirurgien et jamais vers un oncologue. Donc il faut que je trouve un oncologue, moi. Et quand j'ai cherché des oncologues en oncologie intégrative et tout ça, j'avais fini par en trouver une qui m'a refusé parce que j'étais au RSA, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, et d'autres, voilà, des gens très bien, qui sont surbookés, qui ont des rendez-vous à 9 mois, qui ne prennent pas de nouveaux patients, etc., ou qui coûtent des sommes tellement extrêmes. En fait, les oncologues, un oncologue médical intégratif, je veux dire, on ne trouve pas ça facilement, quoi. C'est souvent par bouche à oreille qu'on arrive à les trouver, même en cherchant sur Internet, c'est compliqué à trouver. Donc moi j'ai fait avec des médecins fonctionnels, avec voilà, des naturopathes, avec voilà, bon, je me suis débrouillée. Et en fait, j'ai fini par appeler la Ligue contre le cancer pour leur expliquer en fait ce dans quoi je me trouvais, la maltraitance que je subis depuis plus d'un an, le non-accompagnement, l'abandon total. Et elle me dit, écoutez, c'est pas normal du tout, vous faites bien d'appeler, le président de la Ligue va vous rappeler. Et donc effectivement, hier soir, il me rappelle, je lui raconte tout ça. Il me dit qu'il n'y a absolument aucun problème pour que je change d'oncologue. Il suffira donc que j'en parle avec le docteur Meus de Léon Bérard pour qu'il rapatrie tout mon dossier. Il n'y a aucun problème. Et après, bon, il a relevé effectivement tout ce que je lui disais, tout mon parcours depuis ces dernières années, parce que ça ne se limite pas à ces 1 an et demi de torture là. Ça dure depuis bien plus longtemps. Et il me dit, on se bat justement pour ça. Et il a commencé à énumérer tous les soins et les aides auxquelles je pouvais avoir droit et dont on ne m'avait jamais parlé. Donc voilà, donc là je suis en train de reprendre du poil de la bête et de me dire, ben voilà, j'affirme mes droits, j'affirme aussi ma vérité, comment je sens les choses, et que moi j'ai besoin de travailler en coopération avec les médecins. Et puis je fais partie de ceux qui ne veulent pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc oui, je refuse le protocole de base qui est cette amputation drastique du rectum, du vagin, de l'utérus. Et maintenant, comme la vessie déconne, eh bien la vessie fera partie du voyage. Donc non, moi je refuse tout ça. Par contre, la stomie, voilà, qui est pour moi une stomie de nettoyage et de soutien finalement, elle me paraît opportune. Et je fais appel à la médecine conventionnelle quand il y a besoin, et sinon je suis dans les médecines alternatives. Et je trouve que c'est bien de pouvoir tricoter avec les deux, parce que les deux peuvent avoir leur intérêt l'une et l'autre à certains moments. Donc voilà, une petite synthèse de mon parcours de cette semaine. Malgré tout, je reste dans la foi et positive par rapport à tout ça. C'est clair que c'est pas facile. Beaucoup de gens autour de moi me disent que je suis courageuse. Je ne vois pas où il y a du courage là-dedans. Pour moi, c'est tellement évident.
Mais peut-être que c'est courageux, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne collerai pas cette étiquette sur moi. Voilà, bah écoutez, étant donné qu'il y a du monde qui commence à arriver, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci pour tout votre soutien. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent parce que ce sont des vidéos que je prépare, que j'écris pour structurer ma pensée parce que c'est des choses importantes que j'ai besoin de vous dire, qui ne peuvent pas se faire comme ça en live. Je veux dire, j'ai un cerveau de moineau en ce moment. C'est pas toujours facile. Au revoir à tous, à bientôt.